Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux bases de la cybersécurité que la Vallée de l'Énergie organise en partenariat avec la CCI du territoire de Belfort. C'est Alexandre Tamé qui va se charger de ce webinaire. Je vais lui laisser la parole et on aura un temps d'échange à la fin de la présentation. Alexandre, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Comme vous l'a annoncé Michel, donc c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour vous situer, moi, je suis le conseiller numérique cybersécurité de la CCI du territoire de Belfort. Et donc, n'hésitez pas, si par la suite vous avez besoin d'accompagnement sur les sujets de la cybersécurité, d'un audit ou de sensibilisation pour vos salariés, c'est des choses dont je vous parlerai à la fin du webinaire, mais qui sont tout à fait possibles dans vos entreprises. Alors, pour vous expliquer ce dont on va parler aujourd'hui, un petit plan du webinaire, on va faire un petit point rapide sur l'état des risques actuellement, les conséquences que peuvent avoir une attaque au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Et ensuite, on va dérouler toute une partie. Alors, vous allez voir, hein, ça va être affiché après. Je me suis basé sur le kit de sensibilisation du groupement d'intérêt public cybermalveillance.gouv.fr. Donc, on va parler des mots de passe, des réseaux sociaux, des appareils mobiles, des sauvegardes, des mises à jour, de l'interaction entre usage pro et usage perso. Ensuite, je vous ferai un petit focus sur Cap Cyber, qui est le congrès qui est organisé par la CCI du territoire de Belfort en association avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et l'IHEDN. Et je vous laisserai dans les dernières slides les différents contacts et liens qui peuvent vous aider pour aller un petit peu plus loin. Donc, je remettrai à Michel le PowerPoint qui est la base de ce webinaire, de façon à ce que Michel, tu puisses le mettre à disposition de nos interlocuteurs du jour. En tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez des questions, ça sera beaucoup plus vivant, puisque vous allez voir que quand on va rentrer dans les différentes parties, je vais simplement avoir des titres. Alors, vous inquiétez pas, ils sont développés dans le kit dont j'ai mis le lien à la fin. Mais n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vais développer chacun des points, mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on peut revenir dessus. Alors, tout d'abord, comme je vous le disais, ce webinaire il est réalisé sur la base du kit de sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr, qui me semblait être une bonne base pour ce webinaire. Et surtout, ça me permet de vous fournir un support qui a été travaillé par des organismes dont c'est la spécialité au quotidien et qui est assez complet puisque vous avez une partie pour le commun des mortels, on va dire, pour les moldus, pour les fans d'Harry Potter, et une partie qui est plus destinée aux professionnels puisque pour chaque item, vous avez une déclinaison. Si c'est marqué pro à côté, c'est que c'est peut-être pas à vous que ça s'adresse, en termes de mesure en tout cas. Alors tout d'abord, l'état des risques. Ben, il faut se rappeler qu'on va avoir un événement mondial majeur sur notre territoire en 2024. Je parle bien sûr des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de 2024, ça va avoir pour effet de focaliser l'attention des cybercriminels par rapport aux institutions et entreprises françaises. Ça, c'est le premier point. Par ailleurs, c'est un défi personnel pour les cybercriminels que d'attaquer des entreprises françaises, puisqu'on met le paquet en termes de sécurité. On met le paquet en termes de sécurité. Par contre, sur la cybersécurité, on n'est qu'à 1 million d'euros, je crois, sur les JO. Donc, c'est au regard de toutes les autres dépenses, on peut se poser la question de est-ce qu'on prend suffisamment au sérieux tout cet aspect cybersécurité. Et puis, bien sûr, dès qu'on parle de JO, bah, il y a une question d'argent. On injecte beaucoup d'argent dans cet événement qui est à caractère mondial. Et il faut savoir que de toute façon, in fine, lorsqu'il y a une attaque, le but, c'est toujours le même. Si vous voulez des données, le but du jeu, c'est de les revendre pour empocher de l'argent. Tout ça, on va en reparler. Deuxième événement, et qui là est très récent, puisqu'il date de ce week-end, on a eu une opération d'envergure qui visait le groupe de cyberdélinquants Lockbit. Alors Lockbit, vous en avez peut-être entendu parler, ils sont à l'origine notamment de l'attaque de l'hôpital d'Armentières. C'est pas le seul hôpital qui a été touché, c'est pas la seule organisation en France ou même dans le monde. Et donc cette opération avait pour but de faire tomber Lockbit.
Quelques infos que je peux vous donner. Là, c'est Europol, hein, qui a communiqué sur le sujet. On a une force qui a attaqué donc Lockbit, qui représente 10 pays. Ça a mené à 2 arrestations, on pourrait dire seulement. On a 200 comptes de crypto-monnaies qui ont été gelés. Donc ça, le but du jeu, c'est bien de faire mal à ce genre de groupe. 34 serveurs qui ont été récupérés par les forces de sécurité, menés notamment par le FBI, le Royaume-Uni, mais aussi, vous allez le voir, la France. On a environ 14 000 comptes malveillants qui ont été fermés, puisqu'il faut savoir que Lockbit, il fonctionne sur un système de franchise, c'est-à-dire que vous voulez attaquer une entreprise, vous pouvez vous servir de leur outil de cybermalveillance en tant que service. Donc, c'est-à-dire que vous allez les payer eux de façon à attaquer ensuite l'entreprise visée. Et donc, ce qu'on nous dit également, le dernier point, c'est que les forces de l'ordre ont pris le contrôle de l'infrastructure technique et du site de diffusion des données. Donc, c'est en partie vrai puisque depuis l'opération Chronos, donc c'était le week-end dernier, vous voyez, c'est vraiment pas très vieux. Et entre-temps, on a déjà d'autres sites qui sont réapparus sur le dark web concernant Lockbit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a 10 pays qui ont participé à cette fameuse force, à la force de l'opération Chronos. Et parmi les pays qui sont en tête en termes de participation, on retrouve la France avec nos gendarmes spécialistes de la cybermalveillance qui ont été vraiment partie active dans cette opération particulière. Donc tout ça pour dire que si on s'attaque à un groupe comme Lockbit aujourd'hui, on a des forces françaises, des forces de l'ordre françaises qui s'y sont attaquées. Et comme pour l'ensemble des 10 pays, la France va être une des cibles très prochainement, quelque part des représailles des personnes qui restent chez Lockbit. Donc attention dans vos entreprises, il va falloir avoir une vigilance accrue vis-à-vis de ces deux phénomènes, les JO d'un côté et cette attaque vis-à-vis de Lockbit de l'autre. Je ne vous ai pas parlé dans les diapos d'autres phénomènes, mais on a bien sûr la géopolitique qui joue un rôle primordial. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des élections présidentielles, ou en tout cas un simulacre d'élections présidentielles qui se profilent en Russie. Et donc aujourd'hui, il y a eu un discours, pas plus tard que ce matin, de Vladimir Poutine à l'adresse de la population, où il a remis en garde notamment l'Occident par rapport au risque de guerre. Et donc, c'est un facteur qui peut rebooster, remotiver les hackers russes qui sont extrêmement performants sur ces questions-là. Donc, on a ce genre de choses. Et ce qui est sorti aussi au début du mois, on sait que la Chine mène depuis des années, depuis des dizaines d'années, même on pourrait dire, des opérations d'espionnage à très grande échelle, avec des techniques extrêmement sophistiquées. On a des documents qui ont fuité d'une entreprise qui servait de ressource au service secret chinois. Et donc, on est en train de se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène avec des niveaux d'information extrêmement bien renseignés sur certaines entreprises françaises et certaines grandes écoles françaises. On peut citer l'ENA, par exemple, sur lequel ils ont des informations extrêmement poussées. Donc voilà, tout ça pour vous dire, attention, on a un contexte géopolitique international qui fait que la France va être particulièrement visée, et l'est déjà en partie, mais ça ne va aller que crescendo dans les semaines et les mois qui viennent. Les conséquences d'une attaque. Moi, je me suis intéressé à une attaque qui a eu lieu l'été dernier sur la commune de Beton. Donc la commune de Beton, pour faire simple, c'est une commune en Ille-et-Vilaine, au milieu de la Bretagne, juste à côté de Rennes. Et c'est une petite commune, 11 000 habitants. Et ils se sont fait pirater et il y a un certain nombre de données qui ont été divulguées. Pour vous donner un ordre d'idée des conséquences que ça peut avoir, donc ça, ce sont des documents que j'ai floutés. On retrouve beaucoup de documents d'identité qui sont intégralement disponibles.
qui sont disponibles d'ailleurs pour certains gratuitement. Ça fait partie des échantillons qui étaient disponibles gratuitement sur le site de Medusa sur le dark web. Et quand on regarde un petit peu la structure des fichiers, là encore, c'est moi qui ai flouté une partie, mais on s'aperçoit que parmi tous les documents qui sont disponibles, ben, on va retrouver des relevés de pension d'invalidité, des livrets de famille, des documents par rapport aux impôts, des documents de la CAF. Tout ça, à quoi ça sert? Ben, c'est simplement de la donnée qui va être revendue. Et cette donnée, elle peut permettre à des personnes malveillantes de réaliser des opérations à la place des réels titulaires de cette identité. Quand je parle d'opération, ça peut être, par exemple, obtenir un crédit auprès d'une banque, acheter une voiture, voilà, vraiment tout ce genre d'opérations. Et c'est pour ça que les données coûtent très cher et se fournir des données sur Internet, c'est quelque chose, en tout cas sur le dark web, qui est une finalité pour les hackers, c'est-à-dire que eux les vendent de façon à engranger de l'argent, puisque derrière, vous pouvez faire n'importe quoi avec une identité. Et le vol d'identité en France, ça peut faire des ravages. Autre possibilité, ici, donc, on a une information qui est récente, hein, qui date de janvier 2024, donc c'était le mois dernier. On a un réseau de boîtes de chauffage. En fait, c'était des ventes frauduleuses qui étaient réalisées, c'est-à-dire que les pirates falsifient des sites internet. En fait, c'est la technique qu'on appelle du site miroir. Et en réalité, donc vous avez des entreprises qui vendent du bois de chauffage hein, à destination des particuliers, des collectivités, des entreprises. Et ces entreprises sont victimes d'une copie de leur site internet. Et du coup, les attaquants vont vendre, en tout cas vont faire croire à leurs victimes qu'ils vendent du bois de chauffage à 10, 15, 20% en dessous du tarif du marché. Donc le client qui flaire la bonne affaire, il va avoir tendance à aller sur ce site, il va vérifier le nom de l'entreprise, c'est une entreprise qui a pignon sur rue. Ben, pas de bol, c'était un site qui n'était pas le site véridique, c'est un site miroir. Et on a une société qui en a été victime, notamment dans le Jura, il y a quelques années en arrière, il y a 2-3 ans. Et on a des possibilités hein, d'agir sur ce genre de problématiques. Notamment, je vous en parlerai tout à la fin, on a le CSIRT BSC qui agit avec l'aide de l'ANSSI et qui a pu faire fermer un de ces sites miroirs pour permettre à l'entreprise de regagner en sérénité. On parlait de centaines d'appels par jour qui étaient passés à l'entreprise en demandant mais où était la livraison alors que les personnes en réalité n'avaient pas été dirigées vers le bon site internet. Autre type d'attaque, ça c'est quelque chose qui arrive beaucoup en ce moment, l'arnaque à la fausse amende. Il y a plusieurs modes d'attaque et notamment vous avez des attaques qui se font qui sont de plus en plus sophistiquées et qui sont pourtant très rudimentaires. C'est-à-dire que on a des attaquants qui viennent coller un QR code par-dessus celui sur les bornes de parking et la personne qui va vouloir payer son parking, au lieu de le payer auprès de la municipalité, elle va finalement le payer auprès de l'attaquant, qui aura là encore réalisé un site miroir. On a le cas aussi avec les fausses amendes, hein, où des personnes se font avoir avec des sites miroirs. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. En termes de conséquences, donc là, je vous ai parlé un petit peu d'argent qui était perdu, mais il n'y a pas que ça qui est important. Il y a aussi la réputation pour les sociétés, bien sûr, puisqu'à partir du moment où vous perdez des données de vos clients ou alors que vous faites que vous êtes victime d'un site miroir, par exemple, bah, c'est la réputation de votre entreprise, de votre entité qui peut être mise à mal. Donc ça, ce sont des choses qui sont plus difficilement chiffrables, mais la e-réputation, c'est quelque chose d'important et c'est pour ça qu'on encourage les entreprises de plus en plus à communiquer sur les éventuels cas d'attaque, sur l'ampleur de l'attaque et surtout communiquer vers leurs clients pour leur donner les bonnes consignes à respecter pour éviter de se faire avoir par répercussion. Monsieur Maillard, je crois que vous aviez un témoignage aussi de votre côté. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, hein. Je suis désolé, je suis arrivé un tout petit peu en retard, mais j'écoutais.
Oui, je l'ai mis dans l'invitation, je crois, hein, que j'avais une petite remarque. Ça date il y a 2 semaines, je crois. Ouais. C'est une faille Zero Day d'Outlook. Oui, oui, Alors, oui. elle a été, j'ai vu des articles de presse la semaine dernière dessus, mais à l'époque, il n'y avait pas encore eu d'articles de presse. On parlait de vraiment peut-être début février. Et c'est une faille, en fait, c'est un email. J'ai reçu un email sur lequel il n'y avait ni destinataire ni expéditeur. Donc c'était assez louche. Mhm. Donc évidemment, je ne l'ai pas ouvert, sauf que c'était une attaque qui fonctionnait même si le mail n'était pas ouvert. Tout à fait. C'est le fait de le recevoir, et le Outlook a malheureusement appris la mauvaise habitude de lire, on va dire, les emails avant qu'on les ouvre, bah, pour fournir des Mhm. informations supplémentaires sur les emails. Et Tout à c'est fait. en fait la lecture d'Outlook lui-même qui a provoqué l'attaque de Zero Day. Vraisemblablement, on n'a pas été impacté par cette attaque, puisque par chance, j'ai utilisé la version web Ouais. d'Outlook. Ok. Et donc, du coup, j'ai pu constater cet email dans la version web. J'ai pu dire à mes collègues, attention, il y a quelque chose qui vient d'arriver. Et donc, tout le monde a effacé. Enfin, les deux dirigeants étaient concernés, mais pas les salariés. Donc, c'est très ciblé. On pense, là, nous, aujourd'hui, puisque c'est pas la première fois, on pense qu'on est identifié par certaines personnes. Et la faille Zero Day, c'est juste s'ils ont utilisé cette opportunité-là, ce jour-là, pour essayer de nous attaquer. Et donc, du coup, moi, j'ai une crainte, c'est que la prochaine faille Zero Day, on se la tape, parce qu'on sent Bien bien sûr. que c'est très ciblé. Les salariés n'ont pas été impactés, hein. Et mon associé, heureusement, il utilise Outlook pour Mac. Et a priori, il est passé aussi entre les mailles du filet, on va dire. Mais c'est vraiment une pure coïncidence qu'on ne se soit pas fait avoir sur ce coup-là, hein. Donc, pour vulgariser un petit peu, une faille zéro day, c'est les failles les plus critiques que l'on peut avoir dans un logiciel. C'est-à-dire que c'est une faille qui est exploitable immédiatement et qui, en plus, est connue de la part des pirates. Donc, c'est des failles pour lesquelles, dès que le correctif sort, il faut à tout prix l'appliquer pour éviter justement une attaque. Michel, j'ai vu que tu levais la main. Oui, on a parlé de version web et version installée sur ordinateur pour ces logiciels. Est-ce Tout à fait. qu'aujourd'hui, ça deviendrait presque une recommandation de ne pas utiliser des logiciels, mais uniquement d'utiliser des interfaces web? Est-ce qu'il y a moins de risques? Et Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? alors, il y a deux choses. Moins de risques, oui et non, puisque les failles peuvent arriver des deux côtés. Et malheureusement, les navigateurs sont aussi soumis à des failles de temps en temps. Maintenant, il y a quand même un intérêt à utiliser des versions web de certains outils. C'est que la version web, finalement, elle est mise à jour en temps réel, quelque part, par l'éditeur. Donc, on n'a pas d'opération de maintenance à prévoir sur le poste informatique de l'utilisateur. Donc, ça a aussi cet intérêt-là, c'est que généralement, une version web aura tendance à être mise à jour plus rapidement. Maintenant, on n'est jamais à l'abri, malheureusement, d'un mail malveillant qui arrivera via une version web. Alors là, pour le coup, c'était très particulier, hein, cette faille-là. Effectivement, on était moins vulnérable en passant par la version web par le webmail, hein, tout simplement de Microsoft. Mais ce n'est pas toujours vrai, malheureusement. Ça serait une règle universelle, tout le monde le ferait. Ok, merci. Bah, du coup, poursuivons. Alors, poursuivons. On va parler des mots de passe. Alors, vous allez voir, c'est pas forcément très didactique. Ah, d'ailleurs, ça aurait dû apparaître les uns après les autres, c'est pas grave. Alors, les mots de passe, qu'est-ce qu'on peut en dire? La première des choses qui est extrêmement importante, c'est d'utiliser un mot de passe différent pour chaque service. Ça peut paraître difficile à faire. Pour autant, on a des solutions pour pouvoir retenir les différents mots de passe. Ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas deux services différents avec un seul mot de passe. Pourquoi? Si vous avez un mot de passe qui est piraté, qui se retrouve sur le web, tous vos services tombent, tous vos services deviennent vulnérables. Donc ça, c'est vraiment la base de tout. Ensuite, utilisez un mot de passe long et complexe. Je vous montrerai juste après, j'ai une diapositive qui va vous montrer le temps qu'il faut pour un pirate pour pouvoir craquer un mot de passe. Plus le mot de passe va être long et complexe, plus ça va être long et difficile pour l'attaquant de trouver ce mot de passe.
Et s'il ne le trouve pas rapidement, il passera à une autre victime, il passera à la victime suivante. Si possible, utilisez un mot de passe impossible à deviner. N'utilisez pas des combinaisons de mots qui sont connus ou, je ne sais pas, vous aimez Paris, n'utilisez pas Tour Eiffel, même en mettant des majuscules, des minuscules dans tous les sens. Euh, Même si pour vous, il semble complexe parce que vous multipliez des minuscules, des majuscules et peut-être 2-3 chiffres derrière, pour autant, c'est assez facile à deviner pour un ordinateur parce que lui va tester ces combinaisons-là. Et donc, pour le coup, vous allez simplifier la vie de ces outils. Alors, quelque chose qui peut fonctionner, pour avoir un mot de passe impossible à deviner et un mot de passe qui soit long et complexe, si vous avez une citation que vous aimez, par exemple, vous pouvez utiliser les premières lettres de chaque mot en utilisant des combinaisons de minuscules, de majuscules, de caractères spéciaux, parfois de lettres, de chiffres. Et donc ça peut être une astuce pour avoir au moins un mot de passe qui est impossible à deviner, qui est long et qui est complexe. Et pourquoi il faut en avoir au moins un de ce type-là? C'est parce qu'on va vous conseiller d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe, c'est un coffre-fort numérique. Et dans ce coffre-fort numérique, en réalité, vous allez stocker tous les mots de passe de l'ensemble de vos services. Alors attention, hein, je vous invite à ne pas prendre n'importe quel gestionnaire de mots de passe. Certains ont été audités par l'ANSSI. Et ceux qui sont audités, et alors attention, on ne parle pas de certification, ça n'existe pas une certification ANSSI, contrairement à ce que certains aimeraient vous faire croire. Mais par contre, qu'ils ont été audités et déclarés conformes, c'est un gage de sécurité pour l'utilisation de l'outil. Et vous en avez certains. On peut citer par exemple KeePass, qui n'est peut-être pas le plus convivial à utiliser, mais qui fonctionne très bien. Et en fait, cet outil-là va vous permettre de générer des mots de passe sécurisés que vous allez stocker à l'intérieur de ce coffre-fort. Et la serrure de ce coffre-fort, ça sera le mot de passe que vous aurez défini. Et c'est celui-là qui devra être impossible à deviner, long, complexe, et vous en aurez qu'un seul à retenir. Ouais, Michel, fausse manip? Non, non, pas fausse manip. Ces gestionnaires de mots de passe sont aussi des logiciels qui peuvent être victimes d'attaques. On est d'accord? Bien sûr. C'est pour ça que moi, je vous recommande de vérifier parmi la liste de l'ANSSI, puisque l'ANSSI établit des listes de logiciels qui sont vérifiés, qui sont contrôlés, et donc pour lesquels vous êtes certain que la sécurité et les bonnes pratiques ont été appliquées. Et maintenant, bien évidemment, ces logiciels-là, comme n'importe quel logiciel, il faut les maintenir à jour. Maintenant, même si le logiciel venait à être piraté, tant que votre mot de passe à vous n'est pas connu, le mot de passe maître, il y a peu de chances qu'on puisse décrypter le contenu de ce coffre. Oui, monsieur Selvi? Ouais, là, vous m'entendez. Oui, ce que Oui. j'allais dire, votre Non, micro était non, muté. oui, j'interviens maintenant ou on intervient tout à l'heure si vous voulez. Bon, effectivement, les mots de passe, bon, moi, les gestionnaires de mots de passe, en plus, ils sont sur le web. Donc, est-ce qu'on peut Pas avoir tous. des mots... oui, justement, est-ce qu'on va avoir des mots de passe, un gestionnaire pour lequel qui fonctionne en débranchant Internet, par exemple? Et puis, bon, et puis, quand vous dites long et complexe, j'imagine, c'est quoi? C'est 12 caractères, au moins 12 caractères. Alors aujourd'hui, on n'est plus sur une recommandation à 12 caractères, je vais y Ouais. venir juste après. Ah, On est pardon. passé sur une, mais je vous en prie, il y a pas de mauvaise question. On est passé sur une recommandation à 14 caractères. Je vais vous le montrer après, ça sera beaucoup plus parlant avec le tableau. En fait, 12 caractères, c'était la recommandation jusque, allez, on va dire fin 2022. En 2023, on a refait des estimations par rapport aux nouvelles puissances de calcul disponibles en informatique. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on établit les recommandations en termes de mots de passe. Effectivement, aujourd'hui, on est plutôt sur 14. Par contre, effectivement, vous soulevez un point qui est intéressant. Le but du jeu, c'est que vos gestionnaires de mots de passe, ils soient utilisables offline. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser notamment le gestionnaire de mots de passe qui est intégré dans Chrome, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est qu'une question de temps avant qu'il se fasse pirater. Et c'est déjà arrivé. Google, les gestionnaires de mots de passe, ils ont été obligés d'ajouter à l'intérieur un outil qui vous permet de vérifier l'intégrité de votre mot de passe par rapport aux différentes listes que
que vont collecter à droite à gauche sur le net et sur le dark web, de façon à être certain que vos mots de passe ne sont pas compromis. Et c'est déjà arrivé par le passé que le gestionnaire de mots de passe intégré à Chrome soit piraté et qu'une partie des mots de passe soit diffusée dans la nature. Donc, effectivement, plutôt mot de passe offline que vous pouvez transporter sur une clé USB, pourquoi pas, que vous pouvez stocker sur une solution cloud, sur ce genre de choses. Important également, en cas de soupçon, changez de mot de passe. Vous recevez, pourquoi pas, une information vous disant quelqu'un a essayé de se connecter à votre compte sur tel site, changez votre mot de passe. Vous avez un doute, il ne faut pas hésiter. D'où l'intérêt aussi du gestionnaire de mot de passe, ça se fait en 2 clics, c'est facile, il n'y a pas besoin de retenir le mot de passe et au moins vous êtes tranquille. Petite anecdote, c'est arrivé à mes parents en début d'année, enfin en fin d'année dernière, pardon. Ils ont une petite entreprise, ils se sont fait pirater leur compte vendeur sur Amazon. J'ai beau être conseiller numérique cybersécurité, j'ai beau avoir fait des pieds et des mains auprès d'Amazon, avoir alerté le CISERT, avoir alerté l'ANSSI, on n'a jamais réussi à rattraper leur compte. Enfin, j'ai réussi une première fois, mais mon père étant très malin et n'écoutant jamais mes conseils, il n'a pas voulu modifier son mot de passe et la semaine d'après, il s'est fait pirater une deuxième fois, j'ai rien pu faire. Donc, attention, en cas de soupçon, on change de mot de passe, y compris, pourquoi pas, celui de la boîte mail qui aurait pu servir à récupérer un accès dérobé. Autre point important, vous ne communiquez jamais votre mot de passe. Jamais au niveau support informatique, notamment, on ne vous demandera votre mot de passe. En tout cas, un bon technicien de support informatique ou un bon informaticien n'aura pas besoin de votre mot de passe parce qu'il est censé avoir des accès qui sont supérieurs aux vôtres et qui peuvent lui permettre, pourquoi pas, de substituer son compte au vôtre de façon à pouvoir tester des accès. Donc attention à ne jamais communiquer votre mot de passe. Enfin, au niveau des mots de passe, toujours, activez la double authentification dès que c'est disponible. La double authentification, c'est le fait d'avoir plusieurs facteurs d'authentification. On appelle ça aussi le MFA, multiples facteurs d'authentification. Ça veut dire que, par exemple, vous allez recevoir un SMS ou un code tournant dans une application type Authenticator. Mais dès que c'est disponible, activez-le. C'est une sécurité supplémentaire pour vous. En termes de complexité des mots de passe, voilà pourquoi je vous disais qu'on est passé de 12 à 14 en termes de recommandations. La première colonne, vous avez des mots de passe qui sont uniquement chiffrés. Donc, vous voyez que jusqu'à 11 caractères, il n'y a absolument aucune sécurité, on est capable de le craquer immédiatement. Même si vous mettez 16 caractères et que ce ne sont que des chiffres, il faut 1 heure maximum pour venir le craquer. Si vous mettez que des lettres minuscules, vous voyez que jusqu'à 8 caractères, c'est immédiat. On commence à avoir une bonne sécurité à partir de 17 caractères, avec 18 000 ans actuellement. Hein, on est sur des données de 2023. En l'état actuel de l'informatique, il nous faut 18 000 ans pour les pirater. Lettres majuscules et minuscules, vous voyez que là, si on est à 15 caractères, on est, allez, on va prendre même carrément 14 caractères, on est à 17 000 ans. Vous voyez qu'on commence à être dans des délais qui sont raisonnables. Et ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est non pas d'avoir nombre, lettres majuscules et lettres minuscules, c'est d'avoir plutôt des nombres, des lettres majuscules, des lettres minuscules et des symboles. Et on est passé de 12 à 14. Pourquoi? Parce qu'avec l'avancée de l'informatique, là où il fallait des dizaines de milliers d'années, il y a 2 ou 3 ans, on est passé à 226 ans. Et donc, il est plus sécurisé de passer sur 14 caractères, ce qui nous laisse, en l'état actuel des choses, 1 million d'années pour craquer un mot de passe de cette taille-là, ou en tout cas de cette complexité. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ouais, Michel. Pourquoi est-ce que 226 ans et plus, c'est considéré orange? C'est même pas jaune, c'est orange. Ça veut dire qu'il y a un potentiel risque. Personne ne va laisser tourner 226 ans. C'est supérieur à l'espérance de vie d'une personne. Tout à fait. Mais pourquoi on est en orange? Parce qu'on estime que, comme je le disais, sur l'état actuel de l'informatique. Demain, on a une puce qui est un petit peu plus performante qui sort sur le marché. On va venir compresser ces délais-là. C'est-à-dire que là,
Ici, on était à plusieurs centaines de milliers d'années il y a 2 ans. Et on voit qu'on est passé à 226 ans. Et donc, si on ne bouge pas, peut-être que d'ici 1 an ou 2, ben, il faudra 10 jours, 2 semaines pour venir pirater ce mot de passe. Donc, en fait, ce tableau-là, il tient compte de l'évolution de l'informatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se place dans cette case-là. On recommande 14 caractères avec des chiffres, des lettres majuscules, des lettres minuscules et des caractères spéciaux. Et on voit qu'en l'état actuel, on est à 1 million d'années, mais rien ne nous dit que d'ici 2-3 ans, ce million d'années ne se transformera pas en quelques dizaines d'années ou 15 000 ans. On ne sait pas où on se situera. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les délais que vous avez dans ce tableau, bah, ça avance et au fur et à mesure, ici, on était encore dans le rouge il y a 2 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. On voit que c'est immédiat. Donc voilà la raison. Ok, merci. Compris. Point suivant, les réseaux sociaux. Le premier point qui est important, c'est de protéger l'accès à vos comptes. Protéger l'accès à vos comptes, alors vous allez voir, c'est assez redondant quelque part au niveau de certaines recommandations. Protéger l'accès à ces comptes, bah, c'est… Ah pardon, Monsieur Selvi, vous aviez peut-être encore une question sur les mots de passe avant de passer aux réseaux sociaux. Oui, 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 pour préciser. Je veux dire, parce que, juste pour savoir, comment nos chers, enfin, nos sacripants de pirates arrivent, parce que un mot de passe, je veux dire, moi, je peux en rentrer 1, 2, 3, je peux me tromper, mais comment font-ils pour, juste pour savoir? Alors, pour vous expliquer, moi j'ai été victime au niveau du serveur de mon association il y a 2 mois. C'est-à-dire qu'un beau jour, j'ai un des membres de mon association qui m'appelle en me disant: «Écoute Alex, on a un problème, le site il est plus accessible». OK. Et en allant regarder un petit peu ce qui s'était passé, alors c'est des éléments que j'ai transmis aux CISR pour permettre aussi de mettre en place des alertes et de mieux connaître ce phénomène. Ils ont récupéré une liste de mots de passe qui était vraiment phénoménale. Et en fait, eux, ils faisaient plusieurs essais. C'est-à-dire que déjà, d'une part, ils utilisent parfois des ordinateurs zombies, c'est-à-dire des ordinateurs qui sont affectés un petit peu partout dans le monde pour coordonner leur attaque. Ce qui leur permet dès que vous avez un ordinateur qui est bloqué parce qu'il a fait 3, 5, 10 tentatives, ça dépend du niveau de sécurité qui est en face, et ben c'est un autre qui prend le relais avec une autre adresse IP, avec une autre localisation. Et donc, ça permet de déjouer ces mécanismes-là. Et surtout, je me suis aperçu dans cette attaque-là que pour réussir à pirater le mot de passe, alors c'est ma faute, hein, c'est un de mes mots de passe qui était vulnérable, et ben, ils ont mis à peu près 2 mois. C'est-à-dire que tous les jours, pendant 2 mois, ils ont essayé des dizaines et des dizaines de combinaisons jusqu'à trouver la bonne. Et en utilisant des ordinateurs un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'était une attaque qui était coordonnée depuis l'Indonésie. Et pourtant, j'avais des ordinateurs en France, en Russie, en Finlande aussi, vraiment partout dans le monde, hein, qui ont essayé de rentrer. Alors ça, j'ai pu le savoir parce que le pirate avait mis en place un petit outil qui lui permettait de savoir quelle était l'IP qu'il avait utilisée, donc l'adresse informatique correspondant à l'ordinateur source de l'attaque, et le mot de passe et le compte qui était utilisé. Donc, ils ont d'abord essayé de trouver le nom des comptes utilisateurs. Une fois qu'ils ont trouvé les comptes utilisateurs, ben, ils sont passés à la recherche du mot de passe. Mais c'est des attaques qui peuvent être pernicieuses parce qu'elles peuvent prendre énormément de temps. Et là, pour le coup, entre le moment où ils ont commencé l'attaque et où ils ont réussi à utiliser une faille pour mettre en ligne le premier fichier qui leur a permis de lancer véritablement l'attaque, et le moment où le site n'était plus accessible, il a fallu 2 mois et demi. Donc, ils sont patients. Donc, D'accord. voilà le profil d'une attaque. Merci. Merci. Et c'était pour un petit site sans intérêt, en tout cas pour eux. Alors, au niveau des réseaux sociaux, quand je vous dis protéger l'accès à vos comptes, bah, c'est bien sûr, mettez en place toutes les politiques nécessaires en termes de sécurité, que ce soit sécurité de vos mots de passe ou authentification multiples facteurs. Je vais essayer de passer vite parce que je vois que le temps défile rapidement.
Vérifiez vos paramètres de confidentialité. Lorsque vous postez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être du contenu qui n'est pas adapté à une diffusion mondiale, on va dire, qui doit être disponible à tous. Donc attention, vous avez la possibilité, alors je pense notamment à Facebook où ça a été beaucoup remanié, où vous avez la possibilité de faire des listes de personnes pour lesquelles vous souhaitez que telle ou telle publication soit visible. Et vous pouvez le paramétrer pour chacune de vos publications. Et donc ça, c'est valable pour l'intégralité de vos informations. Vous pouvez aussi décider que votre date de naissance n'est pas accessible à tous, que votre adresse mail n'est pas accessible à tous ou uniquement à certaines personnes. Il faut également maîtriser vos publications. Attention à ce que vous publiez, notamment, je vois que parmi vous, on a des chefs d'entreprise. Il est évident que lorsque vous publiez à titre personnel, tout ce que vous mettez vous sur vos comptes personnels est scruté et peut être interprété à titre professionnel. Et donc attention, ça peut porter préjudice à votre entreprise. Faites attention également à qui vous parlez. Si demain je sais pas, hein, Emmanuel Macron qui m'envoie un message sur Facebook, il y a peu de chances que ce soit le bon canal pour qu'il essaye de me joindre. Déjà, je vois pas pourquoi il essaierait de me joindre dans l'immédiat. Donc, attention à qui vous parlez. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas la certitude que c'est la bonne personne en face, les réseaux sociaux peuvent être piégeants à ce niveau-là. Contrôler les applications tierces. Vous avez la possibilité, avec un certain nombre de réseaux sociaux, d'utiliser l'authentification du réseau social, que ce soit Facebook, que ce soit X ou d'autres, pour permettre à des applications tierces d'y accéder. Alors attention, ces applications tierces, toutes ne vous veulent pas du bien. C'est bien rigolo d'avoir de temps en temps un faux test de personnalité ou je sais pas, une image de profil qui est un petit peu plus rigolote. Mais attention, on a beaucoup d'applications qui viennent de Chine notamment et lorsque vous les utilisez, ça leur permet d'accéder à toutes vos informations. Mais pas que, ça vient d'un peu partout. Et donc attention à ce que font ces applications et d'où elles viennent. Vérifiez également régulièrement les connexions à vos comptes. Ça, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui dans tous les réseaux sociaux, quasiment. Ça permet de savoir quels sont les ordinateurs qui sont connectés à votre compte. S'il y a le moindre doute, encore une fois, vous changez de mot de passe et vous déconnectez depuis votre interface tous les comptes de façon à, dès lors que vous essayerez de vous reconnecter, ça vous redemande le mot de passe sur chacun des appareils qui sont authentifiés. Enfin, faites preuve de discernement avec les informations publiées. Les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément une source première d'informations vérifiables ou contrôlées. On le voit notamment avec X depuis la prise en main par Elon Musk. On a tout et n'importe quoi qui passe dessus, avec plus ou moins de façon plus ou moins vindicative. Donc attention aux informations que vous trouvez sur les réseaux sociaux, recoupez-les toujours avec des médias qui sont vérifiables. Au niveau des appareils mobiles, tout d'abord, mettez en place des codes d'accès. On le voit souvent sur les téléphones et notamment sur les téléphones personnels, on a trop souvent des téléphones qui ne sont pas sécurisés, sur lesquels on peut naviguer assez facilement. Pensez à bien mettre en place un code PIN qui permet de verrouiller votre carte SIM et d'éviter donc que n'importe qui puisse s'en servir en vous l'appliquant ou en la copiant. Mais également un code d'accès pour le téléphone de façon à verrouiller son usage si ce n'est pas vous qui l'avez en main. Vous pouvez également chiffrer les données de l'appareil. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos informaticiens. Chiffrer les données de l'appareil, c'est quelque chose qui est important. Vous avez beau mettre en place des codes d'accès, si demain vous perdez votre téléphone dans la rue, il suffit qu'il y ait une ou deux options, notamment ce qu'on appelle le débogage USB, qui soit activé, code ou pas code. Je le branche sur mon ordinateur, je récupère toutes les données dedans. Donc si ce n'est pas chiffré, j'y ai accès. Appliquer les mises à jour de sécurité, ça c'est important. Alors attention,
on a un spécialiste qui s'appelle Samsung. Donc Samsung, un smartphone, ils aiment bien faire ce genre de choses. Sauf qu'au bout de 4 à 5 ans, leurs téléphones ne sont plus maintenus à jour. Et le problème, c'est qu'on est clairement dans de l'obsolescence programmée, mais un téléphone qui n'est plus maintenu à jour, ça veut dire qu'on a potentiellement des failles de sécurité qui sont de toute façon connues par les pirates, et donc votre mobile n'est plus sécurisé. Donc, non seulement il faut appliquer régulièrement les mises à jour dès qu'elles vous sont proposées, mais attention également, lorsque votre appareil devient obsolète pour le constructeur, si les mises à jour ne sont plus effectuées, ça devient une vulnérabilité importante de vos appareils. Au même titre que n'importe quel poste informatique ou que n'importe quel outil informatique qui contient des données, pensez à faire des sauvegardes. Vous avez des choses importantes dans vos téléphones, ça peut être des SMS, ça peut être les coordonnées des personnes qui sont dedans, et vous pouvez avoir plein d'autres choses aussi. Faites des sauvegardes de vos appareils. Ouais, Michel. La question de la sauvegarde, que ce soit pour les téléphones ou pour les ordinateurs, c'est toujours sur quoi on sauvegarde. Donc, je donne l'information pour la vallée de l'énergie. On a pris le parti de travailler 100% cloud, dans un cloud d'un distributeur de logiciels bien connu, et je considère que j'ai pas besoin de sauvegarde. Mauvaise pratique, bonne pratique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si je fais une sauvegarde, ce sera sur un support externe qui est tout aussi vulnérable si on me le vole qu'un cloud qui peut être attaqué. Donc, alors, je dirais que si tu te bases aujourd'hui sur un seul vecteur de sauvegarde, c'est pas forcément une bonne pratique. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une sauvegarde, elle n'est valable que si on est certain de son intégrité. Donc, ça veut dire qu'une sauvegarde, il faut la tester. Vous allez voir, on va avoir un chapitre sur les sauvegardes, je vais en parler un petit peu plus en détail. Mais voilà, ça, c'est un point qui est important. Deuxième point, on a eu une attaque en 2023 sur le numéro 1 du stockage cloud au Danemark. Et très clairement, au bout d'une semaine, ça a été clair, net, précis, nous ne pouvons pas récupérer vos données. Donc en fait, toutes les personnes qui ne s'étaient basées que sur les solutions cloud de cet éditeur, elles se sont retrouvées le bec dans l'eau. Et si elles n'avaient pas pris la précaution d'avoir un deuxième moyen de sauvegarde, et ben, toutes ces données qui étaient stockées sur ce cloud qui avait pignon sur rue, ben, elles ont été perdues du jour au lendemain. Donc attention à ces pratiques, c'est bien d'avoir un cloud, mais c'est bien aussi de multiplier ces sources, enfin en tout cas ces lieux de sauvegarde. Monsieur Maillard. Oui, j'ai une petite anecdote pour ça. Il y a une entreprise dont le métier c'est la sauvegarde, dont je tairai le nom et je ne dirai pas dans quelle ville elle officie, mais c'est pas Belfort, c'est pas dans la région. Cette entreprise, en fait, donc son métier c'est de sauvegarder les données de ses clients, ce qu'elle faisait, hein, sans aucun souci. Le seul souci, c'est qu'elle le stockait dans le même data center que ses clients, c'est-à-dire le data center d'OVH à Strasbourg. Oui. Et quand il y a eu l'incendie, ses clients ont perdu les données, ses clients l'ont appelé. Et en fait, lui, il avait lui-même perdu les données de ses clients. Donc, pour un tiers des clients, parce qu'il avait heureusement d'autres sauvegardes, mais pour un tiers de ses clients, il n'a pas pu restituer les sauvegardes, alors que c'était son contrat. Et puis, Michel, pour ton information, moi, je sauvegarde sur un NAS physique, dont je tairai évidemment le lieu géographique aujourd'hui ici, parce que c'est pas le moment de le divulguer. Et j'utilise aussi un disque dur externe qui vient copier les données du NAS pour que le disque dur externe soit dans un autre lieu géographique, pour qu'il y ait 3 lieux géographiques. C'est une bonne pratique, effectivement. Alors, pour la petite anecdote, hein, moi, je fais partie des victimes d'OVH. C'est-à-dire que j'avais un site internet avec plus de 4 ans de boulot. Enfin, c'était même pas un site, hein, c'était un serveur dédié. Et j'avais décidé, alors c'était pas moi personnellement. Non, excusez-moi, Ouais. Jean. Excusez-moi, je me suis fait déconnecter, donc ça n'a pas tout enregistré. Jean, est-ce que tu pourrais répéter ce que tu disais? Tu étais en train de me dire, Michel, pour ton information. Oui, Michel, pour ton information, moi, je travaille sur le même outil que toi de sauvegarde dans le cloud. Et cet outil-là, je le sauvegarde sur un NAS, donc sur un serveur que je possède, et qui fait une sauvegarde toutes les nuits du cloud. Et ce NAS-là, j'en fais aussi une copie sur un disque dur externe
pour que le disque dur il parte dans un autre lieu géographique. Comme ça, c'est dans le cloud, c'est dans un endroit dans le NAS, facile d'accès, et c'est dans un autre endroit géographique dans le disque dur externe qui est un peu plus difficile d'accès pour récupérer les données s'il fallait le faire, mais en tout cas, c'est fait. Avec un seul bémol à ça, c'est que les données, je ne crois pas avoir pris le temps de chiffrer le NAS. Donc, je suis pas sûr que le NAS il soit chiffré. Donc, si quelqu'un vient me voler le NAS, il récupère les données. Celui qui me vole le disque dur, il récupère les données aussi. Mais c'est avant tout, et c'est pas que pour la cybersécurité pour le coup, c'est surtout pour les données, hein, pour les garder. Parce que pour info, j'ai perdu des données dans le cloud dû à une copie qui s'est mal passée. C'est-à-dire, j'ai copié des fichiers d'un espace du cloud vers un autre espace du cloud, et en fait, la copie, elle n'a pas eu lieu. J'ai perdu les données, et ça, c'est de la faute pleine et entière du prestataire. Heureusement, j'ai pu les récupérer dans mon NAS. Ok, merci. Ça veut donc dire aussi que la recommandation pour mes salariés et donc aussi dans les entreprises, c'est pas de donner à un endroit unique en dehors d'un espace. Si la société a décidé, comme la L'énergie le fait, de stocker dans le cloud, on ne stocke pas ailleurs que dans le cloud déjà. Alors, c'est ça. Il faut que les salariés se plient à la politique de sauvegarde. Mais après, en termes de politique de sauvegarde, il est important effectivement de multiplier les supports, justement pour assurer l'intégrité des données. On a le cas d'OVH qui est vraiment très symptomatique de ce qui peut arriver. OVH, simplement pour rappel, hein, ils avaient eu pour très bonne idée d'avoir les sauvegardes de leurs serveurs dans le même data center. Donc forcément, quand la salle d'un étage a brûlé, bah, celle qui était à l'étage du dessous, elle a brûlé de la même façon. Donc moi qui avais fait le choix de confier à OVH la sauvegarde de mon serveur dédié, et bah, mauvaise pioche, le serveur dédié était bien sauvegardé, mais au même endroit. Pas de bol. C'est pas des bonnes pratiques en termes de sécurité, et je pense qu'on les y reprendra pas. Hein. Ça leur a coûté très très cher. Toujours au niveau des appareils mobiles, n'installez que des applications depuis les magasins officiels. Attention aux applications que vous pouvez télécharger à droite à gauche sur le web. L'avantage des magasins officiels, je ne dis pas que toutes les applications sont sûres à 100%, mais en tout cas, elles sont régulièrement contrôlées et régulièrement, on s'aperçoit que et Google et Apple retirent des applications de leur store parce qu'ils s'aperçoivent que certaines contiennent des parties espionnes. Donc, ça fait partie des sécurités à appliquer. Et en complément, contrôlez les autorisations de vos applications. Une application qui a besoin, par exemple, d'éditer un PDF, je ne vois pas pourquoi elle aurait besoin de vérifier votre liste d'appels, par exemple. Donc, attention aux autorisations qu'on donne aux applications sur les téléphones. Et enfin, ça peut sembler évident, mais ça ne l'est pas pour tous, et notamment aux responsables de la sécurité de la ville de Paris pour les JO. Ne laissez pas votre appareil sans surveillance. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une mallette qui a disparu il y a 2 jours dans une gare parisienne. Et en fait, la personne avait laissé sa mallette à bord d'un train et quand il est revenu, elle avait disparu. Et il y avait toutes les infos de la sécurité de la police municipale de Paris pour les JO. Donc, vous pouvez jeter un œil hein, dans l'actualité, ça fait un petit peu scandale. Au niveau des sauvegardes, ce qui est important, c'est d'avoir des sauvegardes qui sont régulières. On va planifier le rythme des sauvegardes par rapport à l'importance des données. Alors ça, c'est toujours pareil. C'est par rapport aux besoins et à l'activité que l'on va définir le planning de sauvegarde. Typiquement, les données qui vont être sauvegardées à la vallée de l'énergie où les données vont changer tous les jours parce qu'il y a des interactions avec les adhérents, avec les pouvoirs publics et ainsi de suite, ça va être un rythme qui va être assez rapide, un rythme rapproché entre 2 sauvegardes. Un industriel qui va je sais pas, pendant 2 semaines avoir dans sa ligne d'usinage les mêmes pièces à fabriquer, et il n'aura peut-être pas besoin d'avoir une réplication de ces données tous les jours pour ces postes-là, pour les postes de production, parce que justement, la production, bah, il a lieu, on sait que c'est la même sur la chaîne pendant X temps. Donc, c'est une régularité qui est relative par rapport à l'activité de la société ou de la structure.
On va identifier les appareils et les supports contenant des données. Ça semble bête, mais vous avez peut-être des données qui sont dans un appareil auquel vous ne pensez pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un NAS qui a été oublié. Ça peut être la box Internet qui va contenir certaines données. Donc voilà, il faut bien identifier l'intégralité des supports qui contiennent des données. On va déterminer les données à sauvegarder. Peut-être que dans une entreprise, si vous avez une chaîne de production, vous avez déjà sauvegardé toutes les données en amont parce que vous avez un service qui va créer les fichiers de prod et qui n'aura pas besoin de sauvegarder toute la ligne de production. Je ne sais pas, hein, c'est un exemple vraiment bête. Mais voilà, il n'y a peut-être pas besoin de stocker toutes les données qui seront peut-être identiques d'un poste à un autre parce qu'il y a aussi un enjeu d'espace et de taille des données. Plus vous allez stocker de données, plus leur volume va être important, plus ça va vous coûter cher en termes de support. Bien sûr, il va falloir choisir une solution qui est adaptée par rapport à votre métier et par rapport à vos besoins. Il va falloir planifier les sauvegardes, à quel rythme, à quel moment je vais réaliser ces sauvegardes. Il va falloir les protéger, ça peut être par chiffrement des sauvegardes. Alors, on en a parlé effectivement, notamment du NAS qui n'était pas chiffré. Mais la protection, il n'y a pas que le chiffrement, il y a effectivement la protection physique. Si vos données sont sauvegardées sur un serveur dédié dans vos locaux, ça peut ne pas être déconnant de se dire tous les soirs, je pars avec un disque dur externe qui contient la copie de ces données sauvegardées. De façon à ce que, par exemple, en cas de sinistre, un incendie qui toucherait la salle serveur, je suis en capacité de revenir avec les données et d'avoir une copie dont l'intégrité a été préservée. Et comme je le disais, attention à tester les sauvegardes. Si on a une sauvegarde mais qu'on n'est pas certain qu'elle est intègre, ça ne sert à rien. Donc régulièrement, il faut quand même s'assurer des sauvegardes. On a différents types, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais voilà, vous avez des sauvegardes intégrales, vous avez des sauvegardes incrémentielles. De temps en temps, il est quand même intéressant de vérifier que les sauvegardes que l'on a sont fonctionnelles pour être sûr de pouvoir faire face à un incident. Je vais passer rapidement du coup aux mises à jour. Les mises à jour, important, effectuez vos mises à jour sans tarder. On a parlé tout à l'heure de faille 0D. Une faille 0D, ça veut dire qu'on est capable de l'utiliser immédiatement, qu'elle est connue des pirates et que si on ne la colmate pas immédiatement, on est une cible. Télécharger les mises à jour uniquement depuis les sites officiels. C'est comme pour les applications. Si je vais télécharger mes données sur un site autre que Microsoft pour mes mises à jour de Windows, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas une mise à jour officielle et c'est peut-être quelque chose de malveillant. Une bonne pratique, ça peut être également d'activer les options de mise à jour automatique de vos logiciels. Ça vous permet d'être certain que la source est la bonne puisque c'est le logiciel qui va chercher les données sur le site de l'éditeur. Et en plus, ça va vous le rappeler dès que vous lancez le logiciel que tiens, il y a une mise à jour, il faudrait la faire. Alors souvent, dans les entreprises d'une certaine taille disposant d'un service informatique, c'est le service informatique qui gère ces mises à jour. Autre point important, planifier les mises à jour en dehors des périodes d'activité. C'est valable aussi pour les systèmes d'exploitation. Pourquoi? Si vous êtes en pleine visio et que Windows vous dit « j'ai une mise à jour à faire », naturellement, vous allez repousser le moment de faire cette mise à jour. Et quand vous allez repousser, vous n'allez peut-être pas y repenser. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de donner des horaires qui ne sont pas ceux des périodes d'activité. Comme ça, les mises à jour peuvent se faire en tâche de fond. L'ordinateur peut redémarrer sans que ça ait d'incidence parce que vous n'êtes pas en train de travailler à ce moment-là. Je passe aux usages pro et aux usages perso. Je fais vite parce qu'il nous reste 3 minutes et j'ai encore 3 ou 4 slides. Utiliser des mots de passe différents, ça on en a déjà parlé, mais utiliser des mots de passe différents entre vos usages pro et vos usages perso. De même que utiliser des comptes différents, notamment sur les réseaux sociaux.
Évitez de mélanger la messagerie pro et la messagerie perso. Pourquoi? Parce que en termes d'attaque, vous multipliez les chances d'être atteint si vous mélangez les deux. Ayez une utilisation responsable d'Internet au travail. Ça veut dire que quand je suis au travail, je suis pas là pour aller, je sais pas, télécharger de la musique, des vidéos, et donc je vais faire attention aux sites que je consulte. Attention aux supports USB. Les supports USB, n'importe quelle clé, c'est un vecteur facile de différentes applications qui peuvent être verrouillées. Dernier point au niveau des usages pro et des usages perso, évitez les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus. Si vous avez l'habitude de vous connecter par exemple à la gare, c'est le même Wi-Fi dans toutes les gares de France. C'est assez facile. Mais ça veut dire que moi, je suis un pirate en ville, je prends un petit routeur, je décide de l'appeler public SNCF. Votre PC va se connecter automatiquement à mon réseau, qui ne sera pas forcément un réseau bienveillant. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande d'éviter les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus. C'est parce que vos ordinateurs vont avoir tendance, soit lorsqu'ils sont publics, à se connecter automatiquement dessus, mais en plus, vous n'avez pas forcément que des gens bienveillants sur ces réseaux-là. Ouais, Michel? Moi, en interne, j'ai recommandé, alors pas pour mon apprenti malheureusement, parce que lui, il n'a pas de téléphone professionnel, mais en tout cas, ma collègue et moi, si on n'est pas sur le réseau d'entreprise ou le réseau de l'université, on se connecte via nos téléphones. Tout à fait. Par contre, l'apprenti, du coup, il n'a pas cette possibilité-là, donc il utilise quand il travaille chez lui parce qu'il a l'autorisation de télétravail, il est sur son Wi-Fi perso. Donc Oui. là, c'est une question de confiance. Est-ce qu'un VPN, donc une solution payante, pourrait être une solution, on va dire, pourrait faire partie de l'équation? Alors le VPN, il va venir renforcer la sécurité effectivement en créant un tunnel, tout simplement, à l'intérieur de cette bulle Wi-Fi. Et donc en fait, les données qui vont transiter seront chiffrées et lui ne sera quasiment plus visible sur ce réseau. Donc ça peut être une solution pour ce genre d'usage. Mais effectivement, là où c'est une bonne méthode, je te confirme, utiliser son smartphone professionnel pour émettre une bulle Wi-Fi autour de soi, c'est une bonne pratique. C'est ce que recommandent aujourd'hui les gros groupes, que ce soit les grands groupes bancaires ou de télécommunications. Donc, je te confirme que c'est la bonne démarche à adapter. Enfin, à adopter, pardon. Oups, j'ai remis la même diapo. J'en suis désolé. Petite erreur. On va être presque dans les temps. C'est les 2 minutes de départ qui nous mettent dedans. Alors, 2 mots, le 28 et le 29 mars, au sein de la CCI du territoire de Belfort, on organise le Cap Cyber. Cap Cyber, c'est un congrès qui parle de cybersécurité notamment, mais pas que. On va y parler d'intelligence artificielle, d'objets connectés, et vous allez avoir des intervenants de haut niveau. Donc des choses intéressantes, n'hésitez pas à vous inscrire et à y participer. Il n'y a pas besoin d'être un fin connaisseur de l'informatique, vous apprendrez quand même des choses très intéressantes. Ouais, Michel. Ah, ton micro n'est pas activé. Mais je voulais dire, au-delà des aspects cyber, mot de passe, bonnes pratiques, applications, etc., il y a un volet dont on n'a pas parlé, mais je pense que c'est normal, c'est toute la partie atelier. Il y a de plus en plus de machines ou de contrôleurs qui sont reliés à Internet et qui n'ont pas forcément d'interface comme un ordinateur ou un téléphone et qui peuvent aussi faire l'objet d'attaques. Est-ce que ce sera abordé lors de Cap Cyber? Parce que c'est les industriels qui sont en première ligne là pour le coup. Alors là, pour le coup, sur le Cap Cyber, c'est une bonne question. Je regarde un petit peu mon programme. C'est pas impossible que la gendarmerie nationale et les CISEUR en parlent, notamment. On va parler plutôt, on a une thématique gestion de crise, la réaction à une attaque qui peut intéresser tout le monde. Par contre, le point que tu évoques, je t'avoue que là, il faut que je fasse le point avec nos amis gendarmes et les camarades du CISEUR, voir si eux comptaient l'aborder. Je pense que ce serait intéressant. Ouais, mais c'est toujours la même problématique. Il faut avoir le bon intervenant en face pour pouvoir aborder ces thématiques. Monsieur Maillard.
Oui, du coup, moi, j'ai une requête, hein, si jamais Oui, ça marche ou pas pour le 28 et 29 mars. Moi, je m'inquiète du fait que on pense être une cible identifiée et que donc, du coup, il y a des gens qui vont utiliser toutes les failles 0D. Donc, on sait qu'ils bien vont sûr. rentrer. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'on a encore des barrières derrière ces attaques-là? Est-ce qu'on peut encore se protéger d'une manière ou d'une autre? Et comment? Quels sont les éventails des solutions ou des, comment on appelle ça, des honeypots, ce genre de choses? Oui. Voilà, ça m'intéresse parce que je sais qu'ils vont revenir. On a des solutions qui vont vous intéresser, notamment le vendredi de sûr, D'accord. où on va parler d'intelligence artificielle appliquée justement à la cybersécurité. Et je pense que clairement, dans votre cas, l'EDN dont on va parler, ça peut être une solution intéressante. Ok, super, je note. Je Je note vous en la prie. date surtout. Michel, Oui, quelle est votre opinion sur les p-holes ou les add-holes? Donc, ces puits à pub qu'on peut installer soit de manière physique, soit de manière logicielle. bah, alors moi, mon opinion, c'est que si on l'a mise en place, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. Je vous ai pas dit ce que j'ai fait avant. Moi, avant d'arriver à la CCI, j'ai travaillé pour deux petites PME, à savoir le groupe Crédit Mutuel CIC et Orange. Donc des petits groupes pas très connus, hein. Mais en tout cas, côté Crédit Mutuel, moi, je travaillais principalement en tant qu'expert télécom, et c'est clairement le genre de mesures qu'on avait en place pour attirer les pirates qui s'intéressent de trop près à toute l'infrastructure téléphonique du groupe. Et effectivement, c'est des choses qui ont un vrai intérêt, c'est que ça va nous permettre de concentrer finalement les attaques à un endroit où c'est facile, mais parce que c'est fait pour, de façon à pouvoir mieux les identifier, les bloquer automatiquement. Et si on n'arrive pas à les bloquer automatiquement, ça permet d'alerter pour qu'on puisse avoir des actions en face. Donc, c'est des pratiques. Je parlais plus de redirection des publicités qui peuvent faire du tracking ou des choses comme ça, en fait. Ah oui, Je parlais plus. oui, oui, oui. Moi, j'étais plutôt sur le honeypot, ouais, pardon. Voilà. Oui, oui. Alors, ça peut être aussi une solution. Euh, il faut simplement que ce soit bien configuré pour pas venir intercepter des mails qui sont légitimes. C'est toujours là-dessus ça va balancer. Et la deuxième problématique, c'est que ça va vous éliminer, on va dire, 95% de la menace, mais pas les plus dangereuses, qui sont celles qui sont les mieux réalisées. Donc, c'est la limite de ce genre de protection. Ça va vous simplifier le boulot, mais par contre, les attaques les mieux réalisées seront pas forcément arrêtées, et c'est celles sur lesquelles il y a le plus de vulnérabilité humaine, on va dire derrière. Donc, loin d'être inutile, mais attention à pas se croire faussement protégé par ce genre de mesures. Monsieur Selvi? Oui, je veux dire, non, je pense qu'il faudra un autre webinaire, parce que bon, là effectivement, vous nous avez donné effectivement des conseils pertinents, hein, je veux dire, aucun problème, mot de passe, tout ça et compagnie. Par contre, au point de vue des outils, je crois qu'il faut citer les noms des outils. Quels outils Bien sûr. sont plutôt pour permettre ça, permettre autre chose, sont américains, sont européens, sont français. Il y a ces risques et d'autres risques, que ça Tout à soit fait. pour la messagerie ou que ça soit par exemple, les clouds. Alors, j'ai pas oublié votre question parce que Michel me l'a transmise. J'allais faire un petit focus après. Et pourquoi j'ai pas encore apporté la réponse? Tout simplement parce qu'on arrive ici. Là, je vous ai mis des contacts. C'est-à-dire que moi, au sein de la CCI, je suis là pour accompagner les entreprises, et pas que, hein, les collectivités et autres entités, sur tout ce qui est audit cybersécurité, accompagnement à la mise en place d'outils, voire sensibilisation auprès des salariés.
Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'un outil, il va être pertinent par rapport à votre besoin. On va pas pouvoir vous dire, par exemple, pour échanger de façon sécurisée, il va falloir à tout prix utiliser Olvid. Vous savez, c'est l'application qu'on recommande aux ministres désormais pour discuter. Pourquoi? Parce que Olvid n'est pas forcément la plus sécurisée, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au moment de cette annonce, parce que ça répond pas aux besoins de 100% des entreprises, et peut-être parce que le curseur n'est pas forcément toujours celui qu'il faut par rapport aux données à protéger. Parfois, l'utilisation d'autres outils comme Signal, qui a l'avantage d'être gratuit et d'assurer un cryptage de bout en bout, peut être suffisant. Pas toujours. Donc, il faut vraiment mettre systématiquement au centre de l'équation le besoin de la société et de l'utilisateur. Et c'est ça qui est important. Ça sert à rien d'aller trop haut si le besoin n'est pas à ce niveau-là. Par contre, ce que je peux vous dire et ce que je peux vous donner comme conseil, vous avez des solutions qui sont certifiées 7 Cloud Num et donc Cloud sécurisé numérique. C'est une certification de l'ANSSI. C'est basé sur la norme ISO 27001 et pour certains secteurs d'activité sur la norme d'hébergement de données de santé parfois. Et pour le coup, vous avez plusieurs opérateurs qui proposent des outils. À partir du moment où vous avez ce label, vous avez une offre qui est quand même d'un bon niveau en termes de sécurité. Je ne dis pas que c'est infaillible, rien n'est infaillible aujourd'hui, mais en tout cas, s'il y a ce label en face, c'est que l'entreprise, elle a quand même fait certifier son applicatif. Et donc, pour certifier, ça veut dire qu'elle a passé déjà un sacré nombre d'étapes qui permettent d'avoir de bonnes pratiques en face, déjà d'une, et surtout un bon niveau de sécurisation. D'accord, donc j'ai votre numéro de téléphone, merci. Non mais merci. Mais je vous en prie, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous accompagner, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis également, important, le site web du CISORT BFC et leur numéro de téléphone, qui est un numéro d'urgence. Si vous êtes victime d'une cyberattaque, premier réflexe, vous appelez ce numéro. Alors, non, pardon. Premier réflexe, vous arrachez l'alimentation du PC, vous l'éteignez, vous faites tout ce que vous voulez de façon à sécuriser un minimum et éviter que les données partent ailleurs. Et ensuite, vous appelez ce numéro. Et je vous ai mis également 2 choses supplémentaires. Vous avez 2 sites internet intéressants. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'infos sur la cybersécurité et ce que vous pouvez mettre en place, vous avez le site, d'ailleurs, ils sont inversés. J'ai fait une petite faute, je le corrigerai avant de l'envoyer à Michel. Cyber.gouv.fr, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et le groupement d'intérêt public Action contre la cybermalveillance, cybermalveillance.gouv.fr, qui édite un kit de sensibilisation aux risques numériques sur lequel j'ai basé ce webinaire. Mais là, il rentre dans le détail de chacune des mesures. Vous avez le QR code pour y accéder qui est ici, plus le lien qui est juste là. Donc ça, je le remettrai à Michel de façon à ce qu'il puisse vous le transmettre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a débordé d'un peu plus d'une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais Je t'en prie. Merci. terminer l'enregistrement. Une dernière question. Est-ce que cet enregistrement peut être diffusé sur YouTube en public? Aucun problème pour moi. Tu peux le partager autant que tu veux. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bon après-midi à toutes et tous. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Merci pour votre Alexandre. participation. N'hésitez pas à reposer vos questions. On les transmettra par mail. Merci beaucoup. Merci. Ça marche. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt et merci. Merci Jean pour le témoignage.